Il y a eu des aperçus, de simples aperçus, je le reconnais, mais des aperçus de lucidité. Le chancelier Scholz, qui est arrivé au pouvoir en tenant un discours belliciste et n'a cessé depuis de battre le tambour de la guerre presque chaque jour, a déclaré juste avant le Nouvel An que la Russie est un pays européen. Elle possède une culture européenne. Et il faudra donc qu'il y ait des relations entre l'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne, et la Russie pour cette raison, une fois ce conflit terminé. Eh bien, c'était la première déclaration de ce genre que j'entendais, plutôt que l'idée qu'il y aurait un autre mur haut d'1 kilomètre entre les deux camps. Si l'on examine l'histoire moderne de manière objective, sans point de vue partisan, ni américain, ni européen, ni russe, ni chinois, on constate en réalité que toutes les parties pourraient s'entendre si elles cessaient simplement de se livrer à la surenchère guerrière les unes contre les autres. Et la grande erreur de l'Europe, c'est cette russophobie, cette idée que la Russie est intrinsèquement et fondamentalement mauvaise, et donc l'adversaire inévitable de l'Europe. Ce n'est pas vrai. Cela n'a jamais été vrai. Se demander qui, de l'Allemagne ou de la Russie, était le plus malfaisant au milieu du XXe siècle mènerait à une conclusion bien différente. Comprendre ce que Eltsine et Gorbatchev proposaient réellement à l'Occident aurait dû être le signal d'alarme le plus clair et le plus spectaculaire pour l'Europe. J'étais là à cette époque. Je le sais. La paix était tout à fait possible. Elle était souhaitée par les Russes, sans aucun doute. En fait, Gorbatchev a unilatéralement dissous le pacte de Varsovie et déclaré que l'Allemagne devait se réunifier. Bien sûr, à la condition très claire et explicite que l'OTAN ne s'étende pas d'un pouce vers l'Est. D'accord. Tout cela aurait pu être accompli si les deux parties avaient simplement été honnêtes. Mais les États-Unis, bien plus que l'Europe, ont été complètement malhonnêtes durant cette période. Et la russophobie de l'Europe de l'Est, quoi qu'on en pense, pouvait au moins se comprendre, même si je ne la partage pas. Mais elle n'aurait pas dû orienter la politique européenne dans son ensemble. Ainsi, l'Europe s'est piégée elle-même, et elle reste piégée. Mais si elle pouvait prendre du recul et réfléchir, ce qui, il faut l'admettre, est très difficile pour ces politiciens, elle verrait qu'il est encore possible aujourd'hui d'avoir la paix avec la Russie. Celle-ci reposerait sur la neutralité des États situés entre l'Union européenne et la Russie, et avant tout, l'Ukraine. C'était toute l'idée de la manière d'atteindre un règlement pacifique. Pour la même raison, l'Autriche est restée à la fois neutre et en sécurité pendant toute la période de la guerre froide, parce qu'elle se trouvait entre les deux camps et qu'elle n'a pas perdu sa sécurité en restant neutre. Pas du tout. Elle a renforcé sa sécurité. Il y avait donc des voies à suivre. Il y en a encore aujourd'hui, mais cela exige une approche différente. Et les Britanniques sont les plus désespérants à cet égard. Ils ont conservé la même approche depuis 1840. L'Allemagne, elle, a été un pays qui a compris la politique orientale, l'Ostpolitik de Willy Brandt et d'autres après lui. S'il y avait un Helmut Schmidt ou un Helmut Kohl, les choses seraient différentes. S'il y avait eu une chancelière Merkel jusqu'au deuxième jour du sommet de l'OTAN à Bucarest, car elle savait que ce que les États-Unis poussaient était complètement erroné, la situation serait différente. Nous ne pouvons donc pas abandonner et dire que c'est sans espoir. Mais il est urgent que l'Europe comprenne que si elle continue à mener cette guerre contre la Russie, elle ne mènera nulle part dans ce monde, simplement brisée. Ennemi de la Russie, ennemi de la Chine, ennemi des États-Unis, privé d'une économie fonctionnelle. Et c'est la trajectoire actuelle. Eh bien, même si l'Europe est désormais engagée sur cette voie,
comme vous le suggérez, et je suis tout à fait d'accord avec vous, je reste très sceptique quant à notre capacité à y changer quoi que ce soit. Car pour l'instant, la discussion en Europe porte sur la question suivante. Pouvons-nous seulement parler à la Russie? C'est là où nous en sommes, alors même que nous perdons la guerre. Et les Britanniques et les États baltes, bien sûr, disent « Non, nous ne pouvons pas parler à la Russie. Ce n'est tout simplement pas acceptable. » Et même si nous parvenons à résoudre cela, il nous faudra ensuite passer à l'étape suivante. Qui devrait nous représenter lors des discussions avec la Russie? Je veux dire, nous n'allons même jamais en arriver au point de nous asseoir avec les Russes. Et une fois que nous le ferons, nous partirons du principe que la Russie doit plus ou moins capituler, qu'il doit y avoir une expansion de l'OTAN, que l'Ukraine doit disposer d'une armée de 800 000 hommes en temps de paix. Il est vraiment difficile d'imaginer une diplomatie réelle. Je suppose, pour conclure, comment expliquez-vous cela? Est-ce simplement parce qu'il s'agit de 27 pays qui ne peuvent s'unir qu'autour de la russophobie? Ou comment expliquez-vous cette incapacité à mener une diplomatie élémentaire pour des intérêts nationaux fondamentaux? Je pense qu'il serait possible de trouver une voie à suivre, pas avec les 27 d'accord soudainement, mais si l'Allemagne, et idéalement l'Allemagne, la France et l'Italie, pouvaient faire preuve d'un peu de rationalité. Laissez-moi expliquer pourquoi. L'Allemagne porte la plus grande part de responsabilité et a les enjeux les plus élevés. Cette guerre en Ukraine est née autant de la duplicité allemande que de la duplicité américaine. C'est l'Allemagne, après tout, qui avait conclu l'accord. Pas d'élargissement de l'OTAN en échange de la réunification allemande. Et l'Allemagne a violé cet accord. En réalité, dès le début des années 90, il n'y avait pas seulement les États-Unis qui réclamaient l'élargissement de l'OTAN, c'était aussi l'Allemagne. Donc, l'Allemagne a triché. C'est le premier point. Ensuite, l'Allemagne a de nouveau triché, en fait, à plusieurs reprises à partir de 2014. En 2014, l'Allemagne a contribué à conclure un accord avec Yanukovych. Il resterait au pouvoir, un gouvernement d'unité serait formé et des élections anticipées auraient lieu en Ukraine d'ici la fin de 2014. Les États-Unis ont rompu cet accord, en soutenant le coup d'État violent qui a eu lieu le lendemain de la signature de l'accord entre l'Europe et Yanukovych. Puis l'Allemagne a rapidement suivi, au lieu de dire « Non, nous avions en fait un accord. Yanukovych est toujours le président, et c'est ainsi que nous allons procéder. » Ainsi, l'Allemagne a encore laissé tomber. Puis, en 2015, lorsque l'accord de Minsk II a été signé, l'Allemagne était censée être la garante de Minsk II. Et comme je l'ai souvent dit, Minsk II était en réalité calqué sur le cas du Tyrol du Sud en Italie, une région ethniquement allemande du nord de l'Italie qui bénéficie d'une autonomie. La chancelière Merkel connaissait très bien le Tyrol du Sud, car elle s'y était rendue et avait rencontré les responsables politiques d'origine allemande sur place. Cela devait servir de modèle pour le Donbass, qu'il bénéficie d'une autonomie. L'Allemagne et la France devaient en être les deux garantes. L'Allemagne a encore failli à sa mission. C'est la chancelière Merkel, je suis désolé de le dire, car je l'apprécie, mais elle a encore laissé passer l'occasion. Donc, la première manière d'inverser la situation, c'est en réalité que l'Allemagne prenne les choses en main. Parce qu'elle a vraiment violé ses engagements à plusieurs reprises. Si l'Allemagne l'a fait, la France devrait pouvoir le faire aussi. J'ai eu une conversation avec Macron en 2023, je suis presque sûr que c'était cette année-là, lors d'une conférence qu'il organisait, où il a dit « Oui, l'élargissement de l'OTAN, je suis d'accord avec vous, Monsieur Sachs, c'est la provocation. » Mais il n'a pas été cohérent dans ses actions à ce sujet. Quant à l'Italie, de manière étrange et intéressante, il n'y a pas de russophobie en Italie.
L'Italie est politiquement et socialement en bons termes avec la Russie, en réalité. Mais la première ministre suit l'OTAN ou suit ses collègues européens. Pourtant, il ne serait pas difficile politiquement de dire en Italie « Nous avons besoin de diplomatie ». Eh bien, si vous aviez ces trois grands pays, cela changerait la dynamique en Europe assez rapidement. Je sais que d'autres et they are Europe silent. Les anciens territoires des Habsbourg, si je puis dire, la République tchèque sous Babiš, la Slovaquie sous Robert Fico et la Hongrie dirigée par Viktor Orbán sont tous favorables à la diplomatie. Ce n'est donc même pas difficile à vendre. C'est déjà le cas. On aurait l'Europe centrale, on aurait l'Allemagne, on aurait la France, on aurait l'Italie, on aurait l'Espagne sous Pedro Sánchez. Ce n'est pas impossible. Mais malheureusement, Merz a été catastrophique dès le premier jour. Un chancelier allemand ne devrait jamais entrer en fonction en battant les tambours de la guerre sans même tenter la voie diplomatique. Et j'ai bien peur que ce soit exactement ce que Merz a fait. Quant à son prédécesseur, Olaf Scholz, il était incroyable. Olaf Scholz was unbelievable. He's the man that stood next to Joe Biden as Joe Biden. C'est l'homme qui se tenait à côté de Joe Biden lorsque Biden a expliqué que les États-Unis allaient détruire le gazoduc Nord Stream 2. Et il est resté silencieux à ce sujet. Nous ne comprenons même pas comment Scholz a pu être un tel échec. Les États-Unis avaient-ils quelque chose contre lui? Nous n'en savons rien. Mais le fait est que la direction allemande a été extraordinairement faible et hypocrite, à mon avis, à des moments clés de toute cette affaire. L'Allemagne a la responsabilité de redresser la situation en tant que plus grand pays et bien sûr, principale puissance industrielle, quoique déclinante, d'Europe à l'heure actuelle. Voilà ce que j'espère voir se produire. Je n'abandonne pas cette idée, car il est trop important de ne pas laisser l'Europe continuer à sombrer et à se déchirer ou à apaiser Trump encore et encore de la manière la plus pathétique. Rutte, je ne vais même pas en parler. C'est au-delà de l'imaginable. Et chose intéressante, je peux dire au passage que Jens Stoltenberg, de votre pays, qui est maintenant ministre des Finances et qui a été secrétaire général de l'OTAN, est quelqu'un que je connais depuis des décennies. Je crois avoir raison de dire qu'il a récemment déclaré qu'il était temps de parler aux Russes. Jamais il n'aurait dit cela lorsqu'il était secrétaire général de l'OTAN. Et lorsqu'il a quitté son poste de secrétaire général et qu'il a commencé à dire des choses différentes de ce qu'il disait auparavant, j'ai parlé à un dirigeant politique et je lui ai demandé « Que se passe-t-il avec Jens ? Pourquoi n'a-t-il pas dit cela quand il était secrétaire général ?» Et on m'a répondu « Eh bien, Jeff, quand il était secrétaire général, pour qui travaillait-il » Et j'ai dit « Vous voulez dire les États-Unis » Il a répondu « Oui ». Donc il ne voulait pas dire autre chose. Maintenant, Mark Rutte est pathétique. Il n'est pas nécessaire d'appeler ce roi fou, notre président, papa, pour devenir secrétaire général. C'est un peu absurde. C'est comme une invitation ouverte à faire envahir le Groenland, je dois dire. À quel point Rutte est pathétique. Mais le fait est que beaucoup de dirigeants en Europe le savent. Non, ils sont simplement trop lâches, ou tellement habitués à la manière dont les choses se passent depuis des décennies de mensonges, qu'ils ne peuvent tout simplement pas parler pour l'instant. Donc je n'abandonne pas, parce que je pense qu'il existe encore une solution pour l'Europe. Et tant qu'il y a une solution, peut-être que quelqu'un la trouvera.